C'est démarré. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Pierre. Je ne sais pas pourquoi ça me fait toujours sourire parce que au Québec, c'est l'après-midi, puis en France, c'est 21h. Au Québec, c'est 15h. Ah, c'est pour ça peut-être. C'est comme ça. OK. Attends un petit peu. Ce sera pas long, là, on m'a trouvé ça, là. Excuse-moi, elle n'avait pas fermé le volume. As-tu entendu, toi? Oui, oui. OK, c'est ça, c'est l'autre vidéo qui démarrait, là, où je faisais ma vérification. OK. OK, tout est beau. Fait que bonsoir, bonjour, bonsoir à nos auditeurs. Jean-Luc qui passe en entrevue. On n'a pas nommé, on n'a pas fait de titre à l'émission. Je ne parle pas du titre, excusez-moi. C'est qu'il y en a qui nomment une série d'émissions avec un nom, je ne sais pas moi. Moi, j'avais pensé à Pierre qui roule. Okay? Pourquoi pas? Pourquoi Parce pas? Que Jean-Luc qui roule, ça ne marche pas. À date, ce qui est plus simple, c'est que finalement, on est toujours dans le cadre du canal YouTube Diffusion BDM International. Puis je fais des affiches que les gens puissent bien voir. Là, j'ai trouvé une image, puis je marque le thème. Le lendemain, après l'émission, je marque le thème. La semaine passée, on avait les entités astrales et la santé mentale. Cette semaine, j'ai bien aimé notre sujet de la semaine passée. On va changer, mais oui. Ah oui. Excuse-moi, je suis un petit peu aujourd'hui. C'est qu'il y a une personne qui avait posé une question suite à une vidéo. Elle posait les questions sur. On va commencer par cette question-là sur ayahuasca. Puis, je n'ai pas relu la question, mais la personne demandait l'ayahuasca, les drogues psychédéliques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est bon dans certains cas? Est-ce que c'est. Il y en a, j'ai vu un reportage récemment, il y a une jeune femme qui a eu des expériences assez pénibles sur cette drogue-là. Donc, je ne sais pas si le contour de la question est suffisant pour toi. Je n'avais pas beaucoup de détails non plus dans les questions. Est-ce que les drogues psychédéliques sont bonnes? C'est ça en fait la question. Oui, quoi. Exactement. Tu sais qu'en France, c'est totalement interdit. Non, je ne savais pas. Ouais, c'est totalement interdit. Ils ont refusé donc tout ce qui était ayahuasca, tout ce qui est MDMA, ce qui est champignons. Tous les champignons, et puis la mescaline, ou je ne sais plus quoi encore qu'il y a, tout ça. Bon. Excuse, quand on s'entend, quand tu dis que c'est interdit, c'est non seulement interdit de les utiliser, c'est interdit que ce soit dans un cadre thérapeutique, que ce soit dans un cadre récréatif. Absolument. Absolument, OK, parfait. Par contre, bon, il y a des choses qui pourraient être interdites, mais que certains essaient quand même. Et qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est qu'au point de vue psychiatrique ou même psychologique, je peux pas dire que ces drogues soient comment dire, inefficaces. Je dirais que ce sont des éléments qui sont fondamentalement des ponts avec certains plans. Alors, si des gens veulent voir certains plans, certaines entités dans ces plans, certaines connaissances, avoir certaines aptitudes dans ces plans, ils peuvent le faire à condition d'être encadrés par des gens qui savent s'en servir.
que ce soit pour la kétamine, à petite dose, ou que ce soit l'ayahuasca, ou que ce soit d'autres traitements, notamment les traitements correspondant aux addictifs, les traitements correspondant à des gens qui sont un petit peu dépressifs, ou même bien dépressifs, mais ils ne peuvent pas le faire en France, donc il faut qu'ils aillent le faire ailleurs. Je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant pour faire évoluer la psychiatrie, parce que ce sont des éléments qui sont donc, comme je disais, ces fameux ponts qui peuvent amener l'individu à réaliser des mondes qu'il ne voit pas. Et donc, pour ceux qui ont accès à des mondes qu'ils peuvent entrevoir, comme certains psychotiques ou certains schizophrènes ou certaines personnes, avoir accès à ces drogues peuvent les amener à se restabiliser. Donc, je veux pas pousser les gens à aller dans certaines thérapeutiques, mais des gens qui sont bien entraînés, des gens qui sont bien, comment dire, qui savent bien faire en sorte que l'individu puisse rester en vie, rester dans un état de réactivité quand ils ont un bad trip, quand ils ont quelque chose, c'est fondamentalement nécessaire. Il ne faut pas le faire dans une chambre, c'est ce que je veux dire. Il faut le faire encadré avec des individus qui ont déjà vécu ça, qui ont déjà su ça et qui savent essentiellement savoir ce qui va se passer et ce qui va se trouver et ce qu'ils vont rencontrer. Et là, c'est vraiment très intéressant. Parce qu'il faut bien savoir que la majorité des individus fonctionnent avec on pourrait dire, des fils vibratoires qui ne sont pas harmonisés, ce qui leur crée parfois des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques. Je parle en dehors des phénomènes de possession par les entités. Je parle de fils vibratoires qui, avec certains médicaments, vont permettre d'unifier et de remettre en rythme certaines fibres vibratoires qui vont les connecter avec des choses qu'ils n'auraient jamais vues sans ces produits-là. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que s'ils ont la possibilité d'essayer de le faire bien encadré, il faut le faire. S'ils ont des pathologies particulières et que ces gens sont encadrés de médecins ou encadrés de... Il faut le faire. Maintenant, pas ici, quoi. Moi, j'abonde beaucoup dans ton sens parce que je vois des gens qui sont formés des fois, là, comme par exemple le Kundalini Yoga. Ils ont suivi une fin de semaine de formation. Là, ils donnent des cours. Là. Je trouve ça vraiment là, irresponsable dans un certain sens parce que faut quand même avoir une certaine maîtrise. Il y a des gens qui étudient, par exemple, avec des lamas médecins pendant des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, avant d'être complètement, laisser seul à traiter des clients. Là. Fait que, comme par exemple, j'ai entendu parler, je ne sais pas si tu connais Gabor Maté. C'est un psychiatre qui a fait des expériences. Il a fait ils ont utilisé le LSD dans le traitement de la dépression. Mais ce n'est pas une médication. C'est un ou deux traitements dans des conditions. C'est très contrôlé, autrement dit, des gens expérimentés, soit en relation avec la drogue ou en relation avec la psychiatrie ou la psychothérapie. Puis il semblerait que, je ne sais pas si c'est un peu documenté, il semblerait qu'il y a quand même d'assez bons résultats au niveau de la dépression. Oui, absolument. Le LSD, même, je crois qu'il n'y a pas de dose toxique. Mais bon, ça, je ne veux pas trop parler de oui, d'accord. Pour pas qu'on vienne m'accuser après d'avoir utilisé les produits ou avoir envie de donner les doses.
C'est pas une question de Euh, faire de la promotion, c'est des fois dans certains domaines, il faut prendre la chance d'investiguer, en autant que les gens qui s'y prêtent sont très sérieux. mhm. Hein? D'ailleurs, Parce que, dans tout le marché des drogues, justement, normalement, si je me rappelle bien qu'est-ce que j'ai lu, le LSD comme tel n'a pas de dépendance psychologique. ouais, C'est c'est pas, ça. pas Mhm. addictif comme d'autres drogues. J'ai été C'est surpris, ça. là. Mhm. Mais, ce qui, C'est de l'acide lysergique droit, je crois. OK, Diéthylamide lysergique droit, c'est ça. OK, c'est pas. Voilà. Donc, c'est pas un produit addictif, mais c'est un produit, c'est un acide qui a été utilisé je ne sais plus en quelle année, quand il y avait des hippies ou des choses comme ça à cette Oui, époque-là. Je ne vais pas te dire à quelle année c'était, mais ça avait grand cours. Et oui, ça a été utilisé sur des masses entières et ça a été sans problème. d'accord. Ben, ça donne drôle qu'on parle de la dépression parce que, justement, c'est le sujet aujourd'hui. Mhm. Puis, on a fait une petite introduction par rapport à l'ayahuasca. Et le sujet aujourd'hui de la dépression, est-ce que est-ce qu'il y a différents types de dépression? Puis je te pose cette question-là parce que je me rends compte que des fois, tu vas avoir des gens qui ne font absolument rien, qui ont une dépression depuis un certain temps, ils sont totalement inactifs, puis on dirait que même l'inactivité les aurait menés à la dépression. Ils étaient peut-être pas avec un très bon tempérament, ils étaient inactifs, puis ils sont devenus dépressifs. Parce qu'il y a un autre genre qui pourrait être lié à la dépression, ce qu'on appelle au Québec le burn-out, peut-être aussi en France. Mhm. L'ancien terme qu'on parlait pour ça, c'était le surmenage. C'était les gens qui étaient très, très, très actifs, puis éventuellement, ils devenaient épuisés, puis ils tombaient en dépression. C'est pour ça que je te posais la question, est-ce qu'il y a différents types de dépression ou si Il y ça en a n'existe? je crois qu'il y a beaucoup de types de dépression. euh, et donc, c'est un petit peu comme la maladie mentale. Il y a beaucoup de maladies, de malades mentaux et de malades qui sont guéris et qui se guérissent. Et là, c'est pareil pour la dépression. Pourquoi en dehors des sismothérapies, c'est-à-dire des coups d'électricité, je ne sais plus comment on appelle les électrochocs, c'est ce qu'on appelait avant la sismothérapie, euh, on, on amène une quantité d'électricité dans le cerveau, un petit peu comme pour donner euh, un niveau d'accrochage avec la réalité. C'est-à-dire qu'on ferait quelque part, bien que ce soit totalement indolore, euh, c'est, on amène un état de douleur au cerveau, alors que nous, on ne ressentira pas la douleur, pour que l'individu vienne se reconnecter. C'est un petit peu comme on pourrait dire que la dépression, c'est notre identité qui se retire ou qui fonctionne un petit peu à distance de ce qu'elle est. Et le fait de donner un coup d'électricité, ça recolle tout le système, ça le réaligne. Et quand on parlait de réalignement tout à l'heure de fibres vibratoires, c'est le réalignement qui est important. C'est remettre en ordre la majorité des véhicules qui constituent l'individu. Et une fois qu'ils sont en bon ordre, l'individu peut fonctionner, peut aller de tel véhicule à tel véhicule, penser, réfléchir, dormir. Enfin, il peut fonctionner. Donc, il est totalement dans son état. Tandis que quand on a une désolidarisation, non, je ne sais plus comment on dit ça, de certaines fibres, on a les gens qui vont fonctionner que dans certains points. Et donc, ils vont sans arrêt fonctionner dans un système d'action et ce ne sera jamais un système de compensation ou d'égalisation. C'est-à-dire que vous savez que dans le sommeil, on a toujours des phénomènes
de mouvement des yeux, comme le sommeil paradoxal, qui permet de purger un petit peu tout ce qui a été purgé. Or, dans des états de stress ou dans des états de burn-out, il y a toujours un phénomène de stress qui fait qu'il n'y a jamais de valorisation de soi. Et c'est toujours ça serait presque un syndrome des, je ne sais plus comment on appelle ça, le syndrome euh, de l'imposteur. D'accord. Et donc, les gens se sentent pas assez, pas assez. Et donc, ils fournissent sans arrêt, sans arrêt. Et il y a un manque de retour sur soi, un manque de savoir couper. Donc, ils ne fonctionnent que dans un système. Ils n'ont plus la possibilité de fonctionner dans d'autres systèmes, dans d'autres véhicules, dans d'autres branches vibratoires qui ont été un petit peu éloignées et qui ne sont plus en état de rebalancer les énergies dans tous les systèmes. Et ce qui fait qu'ils sont un petit peu en désolidarisation. Je sais pas, je peux Un pas peu le dire. comme désynchronisé ou. Ouais, désynchronisé. Ils se D'accord. désynchronisent. Et on pourrait dire que la grosse dépression, sans parler de mutisme et des gros dépressifs qui ne bougent pas ou qui sont euh, en état statique, euh, et immobile, les gros dépressifs sont des gens qui se rapprochent de la désynchronisation totale de toutes les vibrations. Ce qui fait qu'ils ne sont pas morts, mais ils sont proches d'un coma vigile. Et Mhm. on peut voir des gens dans des hôpitaux psychiatriques en pré, disons, en pré-ECT, c'est-à-dire en pré-électrochoc, être dans des états de sidération et de mort, de mort sociale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de possibilité de parler parce qu'ils sont très fatigués, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas manger, donc on est obligé de les nourrir, on est obligé de, de- de faire un tas de choses avec eux. Et ils sont complètement désolidarisés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre l'identité de l'individu, c'est-à-dire l'esprit de l'individu, et de le ramener dans ce corps. On pourrait exprimer que la dépression, c'est un manque de mise en temporalité du présent avec l'esprit. Donc, ils sont soit dans euh, un système qu'on peut voir avec l'ayahuasca ou avec d'autres, ou avec le SD, qui sont dans ces systèmes environnants, mais qui ne peuvent pas avoir accès à leur corps pour différentes raisons. Est-ce qu'ils ont épuisé les cellules qui ont besoin de se refaire au point de vue glucose, au point de vue, etc., au point de vue acylamine, etc., au point de vue énergétique, pour pouvoir réaccepter, de soutenir l'identité. OK, tu Voilà, parlais, je vois ça comme ça. je voulais juste préciser tout à l'heure, je pense que tu parlais des cas de catatonie, catatonique. Ça veut Les dire que des gens catatoniques, ouais, qui sont ouais, c'est ça. complètement. Complètement. Proche du coma. Ça ressemble à un coma. OK. Est-ce Oh, que les gens qui sont catatoniques, est-ce qu'ils ont les yeux ouverts le jour ou pas ou non? Ça dépend. et, ils peuvent rester ouverts sans avoir de clignement de paupières. Ils peuvent rester ouverts, ils peuvent OK. rester fermés. Il n'y a pas il y a plus de mobilité du corps vis-à-vis de la réponse de l'identité. OK. De l'environnement aussi. De Donc, l'environnement aussi. OK. On peut les blesser, on peut leur faire ce que l'on veut. Il y a pas de réaction. On pourrait dire que il y en a qui diraient c'est des morts vivants, mais non, ce sont des vivants, Hum, mais ils sont proches plus de l'état de mort si on les laisse que de l'état de vivant, quoi. d'accord. Donc, même si on leur parle, ils ne vont pas répondre. Il n'y a pas de Non, stimuli il est extérieur. possible qu'ils entendent, mais OK. ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas le rapatriement de l'identité. OK, d'accord. OK. Euh, Excuse-moi. Et c'est mon avis. Bon, tout ça,
évidemment. OK. Des troubles, là, je suis rendu dans d'autres choses, mais je ne voulais pas aller là tout de suite. Bon, pour la dépression, donc, pour éviter que l'individu ou euh, que l'esprit ne s'en aille dans ces systèmes-là, il faut simplement savoir abandonner les choses, savoir couper avec, avec, les, avec certaines choses dans la vie. Être capable d'arrêter son job, être capable de savoir qu'on a une famille, être capable de savoir qu'on peut être fatigué, que ça existe, qu'on n'est pas là pour fondamentalement tout faire et tout réussir, et que l'erreur, ça existe, et que même si on pense que c'est une erreur, parce que la majorité de ces gens pensent que c'est une erreur, mais si ils vont voir avec d'autres drogues les programmes ou voir ce qui se joue ailleurs, et ils vont s'apercevoir que brutalement, tout ce que je vis, c'est une forme d'illusion, c'est une forme de précipitation, c'est une forme d'ineptie où on court après du temps et que ce temps, on est toujours jamais dans une forme de présent, on est toujours dans une projection du futur. Et donc, se projeter sans arrêt dans le futur fait qu'on a beaucoup de mal à être dans le temps avec les gens. D'accord. Ils deviennent plus agressifs, ils deviennent plus asociaux, je dirais. Aussi peut-être Alors, un élément d'insatisfaction. On a l'impression de ne pas être assez efficace, de ne pas produire suffisamment ou des éléments comme ça. c'est ça, moi, c'est ça. D'accord. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ces individus s'arrêtent, c'est tout. Ça paraît bête, mais alors, soit c'est l'esprit qui va les arrêter en leur donnant un petit coup de semonce, mais ça serait, comment dire, pas une trahison, mais ils s'apercevraient que brutalement, c'est pas eux qui commandent, qu'on les a mis dans un état comme ça pour s'arrêter et pour qu'ils réalisent que c'est l'esprit qui est en train de diriger. Alors, c'est encore un état plus, je dirais, déprimant parce qu'ils s'aperçoivent que brutalement, sans avoir eu d'explication, ils se retrouvent soumis à quelque chose de plus grand. Alors ça peut partir dans le mysticisme, ça peut partir n'importe quoi. Comme par exemple, tout à l'heure, tu parlais des électrochocs. Quand tu disais que c'est sans douleur, est-ce que c'est sans douleur? Est-ce que c'est fait sous anesthésie? Et sous anesthésie, on fait une petite dose d'anesthésie, on fait une dose de curare. Pour quelle raison? Parce que le curare permet, alors parfois on mettait un petit élastique au niveau de la jambe, ça fait qu'on voyait que l'individu convulsait, c'était un peu comme une forme de convulsion, on voyait que le pied bougeait, et le restant du temps, le restant du corps, rien ne bougeait parce que tout était curarisé avec certains curars d'action rapide et puis des injections de diprivants ou des produits qui permettaient d'être vraiment sidérés. À ce moment-là, on faisait une petite CTI, une petite quantité d'électricité de part et d'autre des tempes et dès que l'individu se réveillait, tac, on enlevait la canule et puis l'individu était réveillé, puis tout allait bien. Alors, parfois, quand il y avait trop de CT, trop d'électrochocs, on avait des gens qui commençaient à être un petit peu trop euphoriques, un petit peu trop excités, un petit peu trop. On s'apercevait que c'était un peu comme si ils venaient de recevoir trop de quantité d'énergie vitale. Et donc, ils avaient besoin de quelque chose à dépenser. C'est OK. assez cocasse. Mais selon la façon dont tu en parles, donc, il y avait des résultats, il y avait une stimulation quelconque ou. Absolument, oui, oui, absolument. À très court terme, un traitement, deux traitements, ça dépend. Je dirais, je crois qu'il y avait 5 ou 6 ou 10, je ne sais plus, D'accord. enfin, deux séries ou 3 séries.
Et puis, on analysait les séries une fois elles avaient été faites pour savoir où en était l'individu. Mais c'était efficace. Oui. Mais je ne veux pas trop tomber dans les statistiques, mais disons, si on parle de pourcentage de cas qui avaient des résultats, c'était quand même assez élevé. C'est fonction de l'individu. Il y en a qui ont essayé avec la schizophrénie, il y en a qui ont essayé avec la dépression, il y en a qui ont essayé avec l'anorexie, il y en a qui ont essayé. Ça marche bien sur la dépression. Après le restant, je ne Il y connais a, pas toutes les statistiques, ça fait ben, il y a longtemps que d'autres. Il y a je suis d'autres plus là-dedans. facteurs qui rentrent en ligne de compte. Un individu peut répondre mieux qu'un autre, ainsi de suite. C'est ça, voilà. C'est fonction des femmes, c'est fonction des hommes, c'est OK. fonction de La condition de leur la. pathologie, des médicaments, OK. il y a tellement de. C'est vraiment très, très, très confus. Et puis, bon, comme la majorité des gens, on fait des essais avec des médicaments, on fait des essais avec des choses sans savoir exactement ce que ça va donner, quoi. OK. Tu parlais tout à l'heure d'un peu, j'ai compris, de ramener comme l'identité s'est éloignée, on ramène l'identité vers la personne ou vers le corps. Mhm. Est-ce qu'il y a une technique pour faire ça ou je veux dire, est-ce qu'on favorise la personne à aller dans cette direction-là? Ou c'est une technique ou une mécanique pour pouvoir Alors, le faire? il y a des techniques, donc, on parlait des techniques chimiques, des techniques physiques. Les techniques physiques, c'est le CT, c'est ramener un petit peu l'individu et l'identité dans le corps avec l'électricité. OK. Donc, c'est plus une technique physique. Des techniques chimiques avec, comment on appelle ça, tous les produits psychédéliques, les PDL, c'est ça. Euh, Il y avait des techniques qui étaient les techniques euh, où on injectait des grosses, des techniques Sakel, je crois qu'on appelait. C'est-à-dire on injectait des grosses quantités d'insuline, ce qui a donné, qui mettait l'individu brutalement dans le coma parce qu'il avait pratiquement plus de sucre dans le sang. Et ensuite, on réinjectait le sang et ça remontait. Il remontait son taux de sucre. Et il y avait d'autres techniques de froid qui ont pas très bien marché, puis bon, bah, qui étaient beaucoup plus dangereuses. Voilà. Il y a eu pas mal de techniques qui étaient pas mal. Des techniques de vibratoire qui sont pas actuellement faites, mais qui permettent de pousser l'individu, de pousser l'identité directement dans l'individu. Et c'est comme ça qu'on peut réveiller certains comateux qui n'ont pas un esprit un œdème cérébral trop important, parce que c'est comme s'il y avait un coussin, ils ne peuvent pas arriver à traverser le coussin pour pouvoir faire fonctionner les neurones au niveau de leur cerveau. Et, c'est un petit peu comme ceux qui ont trop de médicaments, ont ce coussin cérébral qui fait que ils sont plus à distance que d'autres et ils ne peuvent pas arriver à contrôler leur corps. C'est pour ça qu'ils ont quelques problèmes des problèmes urinaires, des problèmes à manger, des problèmes, tout un tas de choses comme ça. Donc, il y a Donc, un certain type de conditions physiques qui ne favorisent pas la réintégration, là, comme quand tu absolument. parlais. Et puis les quantités de drogue qui sont mises en place. Et OK. puis le type de drogue. Si on parle, par exemple, moi, j'ai rencontré en voyage une personne, des gens qui ont eu des traumatismes au niveau du crâne, Mhm. qui restent des fois avec un déficit permanent. Moi, je l'ai rencontré en voyage, on était dans une ambassade, puis j'ai bien vu qu'il n'était pas capable de remplir son formulaire. Alors, j'ai dit, ben, je vais le remplir pour toi, parce que lui, il regardait le formulaire, là, puis c'est pas parce qu'il était analphabète, là, c'est parce qu'il y avait un Parce qu'il traumatisme au crâne. ouais, parce qu'il ne comprenait pas, ou parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait ou lisait. Ça le fait aussi. Ça, c'est parce qu'il y a des manques. C'est un petit peu comme si on veut jouer une symphonie, il manque des notes ou des touches sur le piano. On a beau être un expert, ça ne donnera pas la symphonie, ça donnera des touches, des trous dans le piano, des trous dans la symphonie. Quand il y a des pertes de facultés cognitives comme ça, soit des traumatismes crâniens ou des accidents de voiture variés, est-ce que ça peut être un facteur qui mène à des formes de dépression?
Parce que là, on a une perte dans nos Oui, capacités. oui, parce qu'il y a une perte dans les capacités, parce qu'il y a une crainte de l'environnement, il y a une réalisation du fait qu'on ne sait plus comment faire, on sait plus, on sait qu'on n'arrivera plus à faire. On voit une incapacité. C'est la quantité d'incapacité vis-à-vis d'une possibilité qui fait que, d'une possibilité antérieure, qui fait que on se sent complètement démuni, sous-homme, handicapé. Et c'est cette forme de dépression qui fait que il faut arriver à s'accepter au niveau où on est rendu. Et que euh, on n'aura plus le même état que l'on avait auparavant. Et quand on a accepté ça, là, l'individu revient à son état. Ouais, c'est une diminution des capacités, là. Ça peut affecter la Ouais, personne, là, parce que ouais. on voit que. Qu'est-ce que j'ai mis comme note à part ça? Bon, j'ai un blanc de mémoire. OK. Euh, ben, ça, pour la même chose pour la démence. Je me pose Là, la question par rapport à la démence. Disons qu'une personne qui avance en âge, 65, 70, 75 ans, puis qu'il y a des pertes au niveau de la mémoire ou des choses comme ça peut inquiéter une personne aussi. Ça peut avoir un effet peut-être sur la dépression. Je ne sais pas là, s'il y a un lien de cause à effet avec la démence. alors, le problème de la démence, c'est que l'individu va, va, va avoir un chemin qui va se séparer petit à petit de son, de son esprit, de son identité, et le corps va rester encore en vie, va rester encore en vie pendant peut-être 10 ans. Et il est, il- il est peut-être complètement dépassé ou parti avec son, son identité, mais il y a les mémoires qui restent encore avec son âme. Et donc, n'importe quelle entité peut venir et peut prendre sa place, prendre une forme de réflexion, une forme de vouloir, une forme d'action qui soit respecte un petit peu les mémoires, soit ne les respecte pas. Si elle ne respecte pas les mémoires, automatiquement l'entourage ne va pas être Mhm, mhm. reconnu, elle ne va pas avoir tendance à aimer les gens qu'elle ne reconnaît pas, parce qu'elle ne les connaît pas. Et souvent, l'entité qui vient parasiter ou finir, par exemple, si elle avait 2 ou 3 ans de vie à finir, elle va faire sa vie, mais totalement indépendamment de la majorité des gens. Et euh, les- l'identité originelle qui va éventuellement, qui peut revenir si on réactive son corps, s'il y a beaucoup de choses, si le programme n'était pas fini. Enfin, il y a beaucoup de suppositions qui peuvent faire que l'individu peut rester à l'extérieur comme peut revenir à l'intérieur. Euh, il y a des individus qui peuvent interférer et favoriser l'individu, l'identité à venir directement dans le corps et à continuer avec ce corps. Et donc, ils vont récupérer progressivement, avec des techniques particulières, les mémoires, les envies, les gens qu'ils connaissaient, les pulsions, etc. Mais disons que certaines entités bénéfiques vont faire en sorte qu'il y ait autre chose qui s'y mette à la place. D'accord. Ben, je suppose qu'une entité ou une personne qui a une identité qui a quitté le corps, ben, elle a peut-être aussi tendance à revenir, si, dépendamment de sa situation. Si on a des rapports très sincères et proches avec la famille, on va peut-être faire un petit peu plus d'efforts pour garder ses C'est facultés cognitives, hein. c'est fonction de l'entourage en même temps, c'est fonction du programme de l'individu, c'est fonction de parce que le, améliorer les quantités, les possibilités cognitives et tout ça, ça sera physique essentiellement. Or, le corps, il n'est pas formé uniquement de système physique. Donc, Mhm, mhm. c'est bien d'avoir de mettre 4 pneus à une voiture pour qu'elle roule, mais bon, il faut peut-être le conducteur et peut-être aussi le moteur, etc. Donc, quand tout fonctionne bien, l'individu peut revenir sans problème, mais
Si l'individu est parti, il faudra un autre chauffeur. Si le moteur n'est plus en état, il va falloir peut-être laisser la voiture partir à la casse. Donc il y a plein de choses qui font que tout est affaire de cas, je dirais. Tout est affaire d'individu, à savoir où il en est, s'il veut vraiment mourir, s'il veut pas mourir, s'il veut s'il se sent en fin de vie, s'il se sent pas en fin de vie. C'est fonction de l'individu. Si lui, C'est très, très si lui, variable. ouais, si lui, il n'a pas envie de mourir, il va récupérer. Mais D'accord. s'il n'a plus envie de se battre, s'il n'a plus envie de, de voir son entourage, s'il trouve que sa vie n'est pas très agréable, s'il trouve que sa vie ne vaut plus le coup d'être vécue, s'il en a assez, s'il a sens. Là, c'est pas la peine d'insister. Vous allez le rendre encore plus malheureux qu'avant. D'accord. On a parlé au début de... Ah oui, j'ai pris une note, excuse-moi. C'est ça, on parlait tout à l'heure. Parce que quand je regardais les différents types de dépression, il y a des gens, on a parlé un peu plus des cas extrêmes. Ouais. Est-ce qu'il y a des cas bénins de dépression? Là, ici, j'ai pris le mot la biorhythmie. Est-ce qu'on a des cycles au niveau de l'émotionnel qui fait que, bon, ça va bien pendant tant de jours, des fois, on baisse un petit peu, puis... Dès qu'il y a des changements d'hormones, des changements hormonaux brutaux, dès qu'il y a un manque, automatiquement, il y a une forme de dépression. D'accord. On voit ça bon, chez les femmes qui ont, certaines qui viennent d'accoucher, qui ont une baisse brutale de la dépression du postpartum avec baisse de la quantité d'hormones après accouchement. Il y en a d'autres qui ont ce genre de phénomène dépressif ou de phénomène particulier au cours des règles, etc. Donc, il y a ce phénomène de changement physiologique qui entraîne comme une forme de décollement parcellaire de l'identité. C'est un peu comme si on n'arrivait pas à reconnaître tout comment on est fait. Donc, c'est un petit peu déboussolant, c'est un petit peu, comme on disait tout à l'heure, on se sent un petit peu incapable, on se sent un petit peu pas en état d'être réactif, pas en état d'être comme d'habitude. Et il suffit que l'environnement ne soit pas favorable pour vous laisser tranquille, pour que vous, brutalement, vous soyez euh, assez agressif, quoi. Et si cette agressivité, vous ne pouvez pas la laisser dehors, vous êtes obligé de faire en sorte que cette agressivité soit négative et fasse en sorte que vous soyez dépressif. Donc, fonction des agressivités extérieures ou intérieures, soit vous les laissez vers l'extérieur, soit vous les laissez vers l'intérieur, comme vers vous. Et donc, ça vous crée une petite dépression, ou une grosse dépression, ou une dépression passagère, ou vous pouvez avoir des produits qui empêchent un alignement particulier. Si vous allez prendre quelques produits qui vont ralentir votre vibration ou votre rythme dans vos fils rythmiques, automatiquement, vous pouvez avoir des sensations de fatigue, des sensations où vous vous sentez un petit peu à la bourre, un petit peu en retard, un petit peu toujours, c'est toujours vis-à-vis des autres, ça. Vous avez toujours la sensation de ne pas être au niveau, à la hauteur, de ne pas être aimé, etc. Il y a tout un tas de choses, disons, d'éducation qui entrent en jeu. Le fait de ne pas se sentir aimé, le fait de ne pas être au niveau de l'aptitude des gens, de ne plus être capable. Tout ça, c'est quand même un orgueil de soi-même qu'il faut enterrer, qu'il faut tasser si on veut être à l'aise. C'est ça, les gens qui ne se sentent pas aimés, qui ne se sentent pas compris, c'est des attitudes subjectives qui sont totalement fabriquées. C'est pas, comment je te dirais, on ne Pas peut pas prouver fondamental. ça, là. Ouais, je veux dire, c'est pas nécessairement cohérent avec le réel.
On utilise une imagination, puis on s'imagine des fois que les gens ne nous aiment pas, que les gens nous rejettent, que les gens ne nous acceptent pas. Mais je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais même une personne qui est suffisamment lucide, même si ça lui arrive, je veux dire, c'est pas une raison pour elle de, comment je dirais ça, on peut relativiser. Quelqu'un qui est heureux dans son couple, il peut ne pas avoir une très bonne relation avec son patron, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se rend pas compte que son mari ou sa femme, les deux en couple, ben, sont amoureux, ils se soutiennent l'un l'autre, ainsi de suite. Dire, il y a des phénomènes de lucidité qui entrent en jeu aussi, c'est-à-dire que vous pouvez être bien avec votre patron, gagner de l'argent, avoir des gens dans votre entourage qui sont bien, mais vous sentez qu'il manque quelque chose, vous sentez qu'il y a autre chose et que ce quelque chose, vous n'arrivez pas à le toucher parce que peut-être que votre évolution n'est pas encore en état d'avancer et donc vous vous sentez pas à la hauteur de ce que vous devriez être. Et c'est par rapport à vous-même que vous évaluez ça et non pas par rapport à l'extérieur. Et je dirais que c'est plus grave par rapport à soi-même que par rapport à l'extérieur. Parce que par rapport à l'extérieur, on pourra toujours arriver voir quelqu'un qui sera plus bête que vous. C'est plus facile que quand on s'évalue soi-même comme stupide, c'est toujours plus difficile de s'évaluer, même si les autres vous disent que vous êtes très intelligent, c'est toujours plus difficile de penser que on n'est pas aussi bête on est plus bête qu'on le pense, quoi. Mais ne pas se sentir à la hauteur, c'est une forme de manipulation? Ou une forme de lucidité, ça dépend. Ça peut être une forme de manipulation si on vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais si vous ressentez que vous avez un sentiment de ne pas être à la hauteur, qu'il vous manque quelque chose, ça peut être un phénomène de lucidité. C'est-à-dire que vous pouvez sentir que si vous faisiez quelque chose, ça irait mieux, non pas dans le fait d'avoir réussi quelque chose, mais dans le fait de savoir que vous pouvez le faire. C'est souvent les capacités qui font que, les capacités à réaliser quelque chose qui font que, plus que le résultat. OK, d'accord. Je reprends le mot quand tu dis incapacité, c'est, autrement dit, si je comprends bien ce que tu dis, c'est comme une personne, elle a envie de faire quelque chose, mais elle ne se donne pas la permission ou elle pense qu'elle ne serait pas capable de le faire, donc elle ne se sent pas à la hauteur. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Oui, c'est dans ce sens-là, mais c'est souvent pour elle-même, peut-être pas pour un extérieur, pas pour un état physique ou pour un état mental, mais c'est pour un état d'être. Savoir que, en fait, elle se dit, c'est ma vie, j'ai que ça à vivre, j'ai vécu tout ce qui était bien, mais il y a quelque chose d'autre, c'est pas possible qu'il y ait que ça. La religion, c'est bien joli, mais il n'y a rien, on ne voit rien, il n'y a rien qui vous habite. Il y en a qui vous disent qu'il y a ça ou qu'il y a ça, c'est bien, mais moi, ça, je ne pourrais pas le faire. Donc, l'individu se dit, je suis incapable. J'ai une incapacité. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Donc, tout le monde doit être plein à ses objectifs, à être arrivé à ses objectifs. Moi, je ne suis pas arrivé à mes objectifs. Je ne suis pas dans un état de plénitude. Or, il manque quelque chose. C'est sûr que s'il y a une entité qui lui dit, tu vois, tu es nul, tu es ceci, tu devrais aller te suicider, il est possible que elle se dise, tiens, ça c'est intéressant parce que il y a quelqu'un qui me parle, donc il y a quelqu'un d'autre qui fait attention à moi, qui voudrait que je me tue, et je vais rester en vie et je vais raccrocher à la vie parce que la vie c'est plus intéressant. Donc ça peut être intéressant dans tous les plans. Alors il peut y avoir aussi le contact qui le pousse à faire quelque chose jusqu'au moment où il soit tellement dans un état de désarroi que le contact va lui dire, même pas le lui dire, mais lui insuffler quelque chose dans le sens, allez, bouge-toi, parce que c'est le moment. Et puis là, il sentira qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Donc il sentira que ce qui lui manquait pour agir, c'était ça. C'était savoir qu'il y a quelque chose qui, si on amène jusqu'au bout, il va réagir. Ça va réagir. Il y a quelque chose qui va réagir. Donc c'est des prises de conscience.
Donc, le contact peut te bousculer pour te pousser dans une direction ou des choses comme ça. Il peut te bousculer, il peut te sauver la vie, il peut faire ce qu'il veut, c'est fonction de ce qu'il a décidé de faire. Euh, le forcer, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de le forcer. Vous ne pourrez pas le forcer. Quand tu dis forcer, tu veux dire le contact force l'être humain ou l'être humain force le contact? Le contact force l'être humain, mais l'être humain ne pourra pas le forcer dans le sens où même si vous arrivez jusqu'au bord du suicide, il vous laissera tomber et il reprendra le début. Comment dire ça? C'est un peu comme si vous rentrez à l'école, vous avez des professeurs, ils vont vous éduquer, et c'est pas à vous à les éduquer. Oui, Vous d'accord. n'allez pas leur apprendre l'anglais ou les maths ou l'espagnol. Ils sont là pour vous éduquer. Donc, si vous ne voulez pas être éduqué, ben, vous allez ailleurs. Bon, C'est la même chose. pour bien comprendre ce que tu dis, autrement dit, on ne peut pas argumenter avec le plan du contact ou de l'intelligence supérieure. Elle a un plan, elle veut aller dans une direction. Ouais, elle a un plan et ce qu'elle veut faire, c'est vous former. Donc, Okay. si vous voulez pas être formé, vous n'êtes pas formé. Si elle veut vous former, elle va vous former, elle va vous aider. Là-dessus, elle va vous aider. Euh, D'accord. L'aide n'est pas souvent comme on l'entendrait quelque chose d'agréable, mais elle va vous former. Elle va vous former. Franchement. Mais D'accord. si vous voulez pas être formé, si vous voulez jouer les fortes têtes, jouez les fortes têtes. C'est pas le problème. C'est pas leur problème. Franchement, eux, ils ont 10 000 ans devant vous pour vous former, donc Ils n'ont pas c'est pas de. 80 ans Oui, qui vont faire la arrêtez. différence. Voilà. Ben, je comprends. Ouais. Donc, eux, ils ne vivent pas ils vivent pas de niveau d'incompétence par rapport au travail qu'ils ont à faire, en voulant dire j'aurais pu faire mieux ou. Jamais. Ils sauront toujours que vous allez y arriver. D'accord. Alors, si vous voulez y arriver dans 2, 3 vies, faites-le. Si vous voulez y arriver, commencer à le faire maintenant pour être en avance pour plus tard, il faut le faire Mhm. maintenant. Maintenant, c'est chacun prend son évolution en main, je dirais. C'est tout. Et si l'individu ne veut pas évoluer, eh bien, il n'évolue pas. Il reste, il va faire ses chansons, il va faire sa danse, il va faire son système de travail, son système de famille. Bon, faites-le, mais il faut le faire. Mais euh, si vous voulez évoluer, il faut se prendre en main. Il faut euh, voir que ce qui vous arrête ou ce qui va vous bloquer, c'est souvent votre propre, votre propre envie, votre propre éducation, votre propre connaissance, logique, etc. Il y a tout un tas de choses, je dirais, qui pèsent depuis la naissance, qui font qu'on s'amène ça jusqu'à un certain âge, jusqu'au moment où on se dit, mais ça ne sert à rien. Clac, on le jette. Mais ça sert à rien. Clac, Mhm. on le jette. Mhm. Et puis, on se dit, mais si j'avais su, j'aurais fait ça plus tôt. Ben oui. Donc, c'est l'évolution. Moi, j'ai une courte anecdote. On appelle ça en anglais du channeling. C'est une femme Mhm, aux États-Unis. L'entité, elle s'appelle Ramta. Puis il y a une mhm. madame qui lui pose une question. Elle dit, ma fille est déprimée, puis ça me dérange, je voudrais qu'elle soit bien, fait que je fais toujours des efforts pour que ma fille soit bien. Puis l'entité a répondu, mais mêlez-vous de vos affaires. Voilà. Parce qu'il dit, votre fille, elle veut faire l'expérience de ça. Elle est déprimée, puis elle est dans cet état-là. C'est pas votre responsabilité, c'est le choix Hein, qu'elle a fait. c'est totalement Plus ça. vous allez vouloir la forcer, pire ça va être. Mhm. Laissez-la expérimenter ça, puis un jour, elle va en avoir assez et va aller vers d'autres choses. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, ouais, super intéressant. Ah, des entités qui sont intelligentes. Oui, effectivement. On a parlé, juste revenu, OK, on a parti sur ce sujet-là, on parlait de dépression, des différents types de dépression, Mhm. le burn-out. Je voulais parler un petit peu, qu'est-ce que j'ai noté, excuse-moi, la dépression infantile. Est-ce que l'approche de la dépression infantile est très différente d'une dépression pour adultes? Est-ce que ça arrive, est-ce que c'est fréquent?
Puis qu'est-ce que ça peut dénoter? Pourquoi un enfant tombe en dépression quand il a... Souvent, il tombe en dépression parce qu'il n'avait pas fini ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Un enfant qui va être dépressif, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants dépressifs. Il y a plus des enfants qui vont être choqués, bloqués, que dépressifs. On n'a pas le droit à bloquer un enfant, à le rendre dépressif. Alors que l'individu adulte a déjà fait une partie de sa vie, donc il a l'expérience, tandis que le jeune enfant n'a pas l'expérience de l'actif et de l'action. Et donc, un enfant dépressif sera pratiquement toujours un individu qui a été choqué. Qui était quoi, pardon? Choqué. OK. Qui a été choqué. Qui a eu quelque chose qui l'a choqué. Parfois, c'est trois fois rien, mais alors que l'adulte va se mettre dans un état particulier pour faire partir sa douleur, pleurer, tout ça, l'enfant, lui, est souvent plus réactif, plus solide, par exemple, je sais pas, vous allez voir des enfants qui gèrent mieux la mort qu'un adulte. Vous avez des enfants qui acceptent la maladie, qui acceptent la douleur, qui acceptent beaucoup plus pas facilement, mais beaucoup plus sérieusement et beaucoup plus adulte qu'un adulte. L'adulte va toujours avoir recours à autre chose, tandis que l'enfant, lui, il va vous dire s'il a mal ou s'il a pas mal, tandis que l'adulte, dès qu'il va avoir mal, il y a certains qui vont vous dire qu'ils ont très mal, alors qu'ils sont pas du tout, enfin, qu'ils ont un petit peu mal, quoi. L'adulte démultiplie les sensations, démultiplie. D'accord. Ah, j'entends une cloche. Excuse-moi, ce sera pas long. Non, vas-y. Excuse-moi, déjà, ça va être beaucoup mieux. L'adulte, c'est un amplificateur d'état. C'est un amplificateur de sensations et surtout d'impulsions. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il va trouver, il va analyser ce que ça lui fait, ce que ça fait. Si par exemple il pleure, il va voir que le parent va se rapprocher de lui. Donc, il va commencer à analyser son attitude et ses mouvements. Tandis que l'adulte, lui, il sait que s'il va se mettre à pleurer, ça va émouvoir certains individus. Donc, les acteurs ne sont pas du tout les mêmes. L'adulte est un acteur, l'enfant est réel, est beaucoup plus réel de la personne et de l'identité que l'adulte qui est un amplificateur de sensations. Si je comprends bien, c'est que l'adulte cherche plus facilement, il va rationaliser plus, ou il va chercher des voies d'évitement à sa condition. Il va chercher des voies d'évitement, rationaliser, pas obligatoirement, mais soit il va revenir à un état enfant, un état d'enfance, vouloir se rapprocher de sa mère, vouloir se rapprocher, etc. Tout un tas de comportements et de réactions un petit peu émotionnelles, émotives et infantiles. Alors, tandis que l'enfant, il est en train de découvrir. Donc, il va plus être dans un état de découverte et de subir et d'accepter que l'adulte n'arrivera pas à accepter. OK, donc l'enfant a moins d'outils qu'un adulte. Il y a moins d'outils dans le sens, peut-être qu'il y a moins d'expérience, donc il y a moins de... Ouais, mais l'adulte a tellement d'outils qu'il ne sait pas s'en servir, quoi. Et donc, tandis que l'enfant peut se servir de ce qu'il est. Et dès qu'il va identifier
le besoin de ce qu'il a à vivre, il peut réagir immédiatement dans son corps et dans son être. Tandis que l'adulte va utiliser des outils et ne va pas savoir quels sont les bons outils. Donc, l'enfant est plus authentique en général face à la souffrance. C'est ça, c'est ça. OK. C'est intéressant. Et plus honnête. Ben, c'est comme un enfant, je veux dire, surtout un nourrisson, jusqu'à 2 ans, 0 à 2 ans. Je veux dire, il ne sera pas gêné de pleurer, là, de se demander qu'est-ce que les gens pensent autour parce que lui, il pleure. Ça va être spontané. S'il pleure, il pleure, c'est tout. Il ne va pas faire semblant qu'il ne pleure pas. OK. La volonté. Est-ce que les gens qui ont plus de force intérieure, plus de volonté, sont moins sujets à tomber en dépression? La volonté. Pas nécessairement le courage, mais comme une force qui peut leur refuser, par exemple, la dépression. Pas nécessairement parce que ça faire semblant que ça va pas mal, ça peut aller mal, mais de ne pas se laisser abattre. Ils vont rechercher le pourquoi. Le problème de la dépression, c'est que beaucoup de gens ne cherchent pas le pourquoi et ils recherchent le comment. Comment ils sont arrivés là, comment ils vont pouvoir s'en sortir, mais ils vont pas chercher en dedans pour savoir exactement comment si en fait, qu'est-ce que c'est qui les a amenés ici, pourquoi ça les a amenés ici, comment ils vont réagir. Donc, le phénomène de la volonté, c'est rapatrier un petit peu toute la capacité à vouloir continuer. C'est un peu comme reconnecter et lire toujours le programme. La volonté, ça va servir à ça. Ça va servir aussi bien la volonté passive qu'active. Passive, vous avez des mouvements qui se font, où vous marchez, vous réfléchissez pas à votre marche, à votre pied, à votre équilibre. Tout se fait d'une manière volontaire. Vous essayez de faire d'avoir une volonté en plaçant votre action, c'est-à-dire que vous lisez le programme et vous mettez ce qui est marqué sur le programme en tant qu'action. Et donc, la volonté va servir à vouloir lire et continuer le programme. C'est tout. Et donc, si y a quelque chose qui vous empêche, soit votre volonté va trouver ce qui s'en empêche et va vouloir le détruire, soit elle va se laisser submerger pensant qu'en étant materné, c'est mieux que de réagir. Parce que prendre en main la volonté, c'est un petit peu s'abandonner et être seul. C'est s'isoler. C'est s'isoler de l'extérieur, c'est prendre le risque que le bon Dieu ne soit plus avec vous. Et prendre ce risque-là, pour certains, ils ne pourront pas le prendre. D'accord. Donc, donc c'est chacun c'est à chacun à prendre en lui-même le savoir qu'il ne sera jamais seul de lui-même, il sera toujours en potentiel, en possibilité, et que peu importe l'extérieur, peu importe les forces qui l'encadrent, qui le poussent, qui l'empêchent, il faut qu'il soit essentiellement branché sur lui-même pour pouvoir avoir son système de volonté qui fonctionne. D'accord. OK. Donc, même s'il est isolé, il a accès à cette énergie-là si lui ne la doute pas, autrement dit. Ouais, c'est lui, ne la doute pas. S'il ne se doute pas de lui-même, s'il n'y a rien qui le doute, il ne vivra jamais le doute. D'accord. Par exemple, s'il se retrouve même sur une île déserte et qu'il sait que personne ne va venir, ben, il continuera à vivre sa vie. S'il n'arrive plus à manger ni rien, ben, il saura exactement qu'il va mourir, mais il n'aura pas le doute de lui-même. Et ne pas avoir le doute de lui-même, ça permet de passer des plans et d'être sûr
que peu importe le plan ou la personne que vous rencontrez, vous savez qui vous êtes et vous savez qu'on ne pourra pas vous détruire. Ça, c'est fondamental. D'accord. Je reviens sur un élément que tu as parlé. Tu as parlé de que les gens cherchaient le comment de la dépression. Autrement dit, comment ils allaient s'en sortir, mais qui ne regardaient pas le pourquoi. Comment est-ce qu'on peut étudier le pourquoi de la dépression? Est-ce qu'on peut parler avec le contact et dire, bon, mais pourquoi ça m'arrive, ça? Ou comment? Je veux dire que c'est une question qui ne m'apparaît pas simple à poser. Si c'est lui qui vous a mis dans le coma, dans le pétrin? dans une sorte de pétrin, il va vous répondre. Il va vous donner le petit coup de réponse qui vous manque. Parce que souvent, il manque un petit, je dirais, un petit Lego avant de remettre la construction en marche. Et le fait qu'il y ait cette sensation de manque et de ne pas trouver qu'est-ce que c'est qui s'est passé, pourquoi c'est ça, pourquoi c'est fondamentalement, pourquoi mon corps ne suit plus. C'est ça qui est important. Et l'individu, dit qu'il va se dire pourquoi mon corps ne suit plus, il va regarder pourquoi le corps ne suit plus. Est-ce que c'est parce que je mange mal? Est-ce que parce que je fais trop de travail? Est-ce que je ne suis pas dans mon temps? Est-ce que je suis pas... Et là, le fait de ça, vous allez avoir le contact qui va venir vous dire, OK, tu as saisi ce qu'il fallait saisir, tu vas aller là-dedans, c'est cette direction qu'il faut prendre. Sans vous le dire automatiquement, mais il va vous guider. Et vous allez vous sentir guidé, vous allez dire, c'est quoi ça? C'est quoi ce guide? Et puis, vous allez vous sentir guidé, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'était cette opposition, et que cette opposition, c'est lui qui vous l'a filée. Et que c'est personne d'autre. Et donc, il vous l'a donné pourquoi? Parce que il voulait que vous réagissiez vis-à-vis de lui et que vous commenciez à faire une évolution par rapport à ce point-là. Par contre, si vous cherchez et comment j'ai pu en arriver là, est-ce que parce que les autres sont méchants, parce que lui a perdu ma place, vous n'en sortirez pas de là. OK. Mais je trouve que c'est un très bon point que tu mets en évidence parce que, dans le fond, la plupart du temps, quand les gens sont dépressifs, ils ont quand même leur lucidité, ils sont présents. Et le corps ne veut pas suivre. Le corps suit pas, ouais. C'est ça, le corps ne veut pas suivre, donc on se sent paralysé. Il y a un institut aux États-Unis, je pense que ça s'appelle le Omega Health Institute. Ils ont fait beaucoup de jonctions entre les déficiences alimentaires puis même différents aspects de la santé mentale, comme les carences en zinc, les carences en manganèse, entre autres, les carences en B6, qui seraient importantes, entre autres, pour l'état de rêve, ainsi de suite. Donc, eux travaillent beaucoup avec ça. Je ne dis pas qu'ils travaillent seulement avec ça, mais ils ont écrit des documents à l'effet que certaines maladies, comme je pense que ça s'appelle la pyrolurie, c'est des situations, c'est des gens, par exemple, qui urinent de couleur bleue. Puis c'est relié à certaines maladies mentales. Mais ils s'aperçoivent que quand on fournit certains éléments qui sont déficients, puis ils vont analyser le corps, ils vont dire, tel symptôme, c'est presque toujours des carences en zinc ou des carences en B6. Puis quand on supplémente ces éléments-là, souvent, c'est peut-être pas 100%, mais il y a un renforcement. Donc, on s'aperçoit que... Excusez-moi de te couper, mais si on regarde bien, que ce soit le zinc, que ce soit le cuivre, que ce soit d'autres, le manganèse ou autre chose, ce sont toujours des fils rythmiques qui servent au corps à s'harmoniser et à se connecter. S'il manque ce fil, il ne peut pas y avoir de connexion. Alors, ce qui se passe aussi, pour les gens qui mangent sans arrêt, ils ont souvent un manque... un élément qui manque, un élément qui leur manque dans leur alimentation. Et le fait d'engranger beaucoup d'aliments permet de compenser le peu qu'il y a dans chaque aliment en élément normal. Et donc, ils sont toujours en quantité importante. Or, les gens qui vont subir, disons, des possibilités de régime et tout ça, aggravent ce manque. Et ce qu'il faudrait, c'est, comme tu dis, qu'il y ait qu'on connaisse exactement le manque de
de zinc ou le manque de vitamine D, etc., qui permettent à l'individu de se reconnecter et de ne pas avoir accès à tout un tas de nourritures qui sont mortes, qui sont Ouais. sans apport et qui n'amènent pas d'énergie, qui n'amènent pas le fait de remplir leur corps vital d'une manière assez sécure et assez pleine qui, 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 qui leur permettent de pouvoir fonctionner normalement. Et c'est sûr que il manque beaucoup de choses à faire, d'analyse à faire, d'analyse aussi bien dans les plans, aussi bien psychiques, aussi bien physiques, physiologiques, que, pour que l'individu retrouve un petit peu son état. Mais si on regarde bien, ces états sont liés à des états psychiques au début. C'est parce que vous avez eu certaines passades ou euh, certains reflux ou refoulements de certaines choses ou de certaines attitudes ou certaines actions qui fait que vous avez perdu des éléments. OK. Il n'y a rien qui soit au hasard. Il n'y a rien. Donc, les éléments se distribuent trop rapidement parce qu'il y a un problème d'attitude ou un problème de défaitisme ou des choses comme ça. Ouais. Donc, l'élément devient Ouais. rare. Et Comme par l'aliment exemple, viendra. Ouais. Mhm. comme par exemple les carences en fer. C'est assez marqué. Les gens qui manquent de fer, automatiquement, l'oxygène ne se transporte pas bien. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'accomplir des actions. Hein. On n'a pas Mhm. suffisamment de On est force. anémique, ouais, ouais. On devient anémique, il y a moins d'hémoglobine, on commence à avoir l'hémoglobine qui chute et tout. Bon, mais, Mhm, et, mhm. c'est parce à un moment donné, on a voulu quelque chose et on a voulu se punir. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes. Quand on analyse l'individu, on regarde et puis on voit le début. Il faut que lui il se l'analyse. Mais l'individu extérieur, le thérapeute, doit examiner le moment où l'individu s'est senti euh, incompétent ou a voulu se punir ou a voulu avoir un effet particulier qui a fait qu'il s'est retrouvé se dénaturer, quoi. Et Comme par exemple, c'est pas des entités qui font ça, elles n'ont pas non, accès. non, OK. Comme par Non. exemple, dans les cas de séparation amoureuse, on voit des gens, des fois, qui ont des dépressions qui traînent en longueur ou même qui vont finir en psychiatrie Mhm. sur le long Alors terme. là aussi, il faut voir aussi, pour les dépressions amoureuses, on sait que chaque fois qu'il y a deux individus qui tombent en amour, on fait des échanges de corps astraux. Il y a une petite partie du corps astral qui est dans l'individu et on fait ces échanges, on sait qu'il y a l'autre, que l'autre est dedans, etc. Et le fait d'une séparation brutale fait que l'individu va avoir un manque. Et comme on disait tout à l'heure, le fait d'être dépressif, c'est souvent lié à un manque. Il manque quelque chose. Alors, il vous manque peut-être l'autre partie astrale qui, au moment où elle reviendra, parce que ça revient toujours, mais l'individu va se retrouver en état de plénitude, c'est-à-dire de complétude, Mhm, avec mhm. l'état vibratoire de l'individu à lequel il est parti. C'est-à-dire que si l'astral si la partie du corps astral qui est partie dans un individu, dans votre amoureux, revient et que votre amoureux était bassement vibratoire, vous arrivez avec cette partie du corps astral qui revient, ça va vous baisser la vibration. Si au contraire c'était un dieu, un saint ou ce que vous voulez, il va arriver, la vibration va être beaucoup plus bénéfique pour vous. C'est fonction avec qui on était, quoi. D'accord. Mais quand il y a un débalancement comme ça, est-ce qu'il y a des façons de traiter avec le manque? Autrement dit, on est amoureux d'une personne, la personne décède ou la personne Mhm. quitte notre vie. Est-ce qu'il y a des façons de récupérer plus facilement que d'autres? Euh, J'ai fait des trucs sur le chagrin, et ça c'est intéressant parce que les gens qui ont des chagrins, je parle de chagrin, c'est-à-dire des gens qui sont en manque avec de mhm, quelqu'un mhm. et qui souvent pendant 1 an, 2 ans, pleurent tous les jours, tous les jours, tous les jours, et vous apercevez que l'individu il est toujours là. Le décédé il est là, il est toujours là. Mhm. Donc, en fait, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas récupérer leur corps astral
qui fait que l'individu qui est mort a gardé ce corps astral parce qu'il est à côté de vous. Alors que s'il partait se faire purger, un purgatoire ou autre chose, ben, crac, vous récupéreriez le corps astral et vous n'auriez plus ce phénomène de chagrin et vous vivriez un deuil beaucoup plus rapide et beaucoup plus valorisant. Et quand vous prenez ces individus, que vous leur dites, regardez, voilà un tel, est-ce que vous pouvez le voir? Parce que vous pouvez avoir la capacité, avec quelqu'un, de voir ce qu'il voit. Et vous le voyez en même temps par votre vibration. Ça, c'est au fur et à mesure que vous avez une vibration particulière, vous pouvez voir ce que son décédé voit et vous voyez le décédé. À ce moment-là, vous vous expliquez, il s'explique, il dit bon, toi tu t'en vas, j'ai plus besoin de toi, et puis terminé. Et on a vu plusieurs cas de deuil purgés, je ne dirais pas dans la minute, mais dans les heures qui suivent. Okay. Donc, il y a eu une grosse influence du mort qui fait que plus vous y pensez, plus il reste là, parce qu'il ne peut pas partir. Vous êtes toujours en train de penser à lui, penser à ses mémoires. Vous l'incluez sans arrêt. Donc, on l'empêche de partir. Vous l'empêchez de partir. C'est vous qui empêchez de partir. OK. Donc, il faut faire un peu comme une explication avec la personne, dire, bon, ben moi, je dois continuer mon évolution, puis toi, tu peux continuer par toi-même, tu es assez forte pour le faire, puis à ce moment-là. Okay. Lui dire, bon, à telle heure, tu vas avoir ta famille qui va venir te chercher, donc tu pars avec eux. La dame, elle n'a plus besoin de toi. OK. Donc, c'est intéressant, ces aspects-là, parce que... Et ça, il faut le faire, il faut le vivre. Il faut que des gens, bon, à un moment donné, je faisais ça, mais les gens qui sont dans le chagrin comme ça, c'est abominable. C'est abominable de voir ça et de pas leur dire, regarde, il est là. C'est pour ça que tu as ce manque. C'est pour ça que tu penses toujours à lui, parce qu'il est là. C'est marrant. Okay. Parce que c'est ça, c'est un peu comme un enfant avec sa mère. Si le cordon n'est pas coupé, ben, il est toujours en contact. Voilà, il est toujours accroché. Il est toujours accroché, c'est ça. Ouais. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai eu une information avec le contact. Il m'a dit, quand tu perds quelque chose, il dit, ce qui crée ta souffrance, c'est l'urgence que tu as que ça soit rééquilibré. Parce qu'il dit, éventuellement dans la vie, il dit, tu récupères tout. Tout ce que tu perds te revient éventuellement. Mais c'est parce que tu n'as pas la certitude de ça. Donc, c'est comme un manque d'identité. Si tu sais que tu vas tout récupérer, qu'est-ce que, entre guillemets, en apparence, tu as perdu, que cette énergie-là va te revenir plus tard, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans, si tu avais la certitude de ça, tu réglerais le problème de manque. Parce qu'éventuellement, tu récupères tout. Là, la crainte, c'est ça, c'est la crainte qui empêche. C'est ça, exactement. La crainte crée un affaiblissement ou une impression de perte qui est réelle. Dans le fond, cette perte-là n'est pas réelle. C'est un peu comme on dit, une perte sur papier. Autrement dit, ça va revenir plus tard. Mais la perte n'est jamais définitive puisque c'est soi. Tant qu'on est vivant, tant qu'on est actif, on a dans sa tête. C'est pas le matériel. OK, on peut perdre beaucoup de matériel, mais on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on a, et c'est intérieur. C'est pas du tout le phénomène extérieur. C'est sûr qu'on veut se rebalancer, on veut rétablir ce manque qui est flagrant, mais il suffit de regarder soi et on sait que on est soi, on est toujours là. Donc, ça se rééquilibre rapidement. Oui, c'est ça. Des fois, si tu fais ça de façon mature, surtout si tu as une bonne communication avec la personne, puis tu as une séparation, ça va se replacer assez vite parce que il faut prendre distance. Pour prendre conscience, il faut prendre distance. Tu ne peux pas rester proche sur la personne puis prendre conscience. Ouais. Tu sais ce que tu as vécu avec la personne quand la distance se fait puis que tu l'acceptes. Il faut accepter que accepter qu'il y a des choses qui finissent. C'est ça. Exactement. Il n'y a pas de permanence là-dedans, c'est transitoire. Et un coup, tu l'as compris, ben là, tu peux passer à d'autres choses. Il y a une autre expérience qui arrive. Un nouvel intérêt, des choses à faire, une nouvelle personne. Surtout pour les jeunes,
Ouais. Il y a tellement de gens à rencontrer, pas automatiquement pour les aimer ou pour les sauter, mais pour Non, les non. rencontrer, pour Faut rencontrer des gens, pour rencontrer des découvrir, intelligences, c'est découvrir ça. des choses. Découvrir la vie, et ainsi de suite. Ouais, Ouais, c'est tellement intense. Et puis se découvrir au travers de ça, c'est intéressant. absolument, absolument. Hey, c'est vraiment intéressant. J'adore ça. Bon, ben, merci à nos auditeurs. On espère que vous aimez le format. Je vous rappelle encore cette semaine que vous pouvez inscrire vos questions quelquefois dans les commentaires sur YouTube. Puis, on va y répondre. On va choisir certaines questions et on va les répondre dans une émission ultérieure. Alors, merci encore à tout le monde. À une prochaine. Merci à tous. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, puis reste en ligne, s'il vous plaît.